On va rigoler ce soir. Attention, hop, hop, Il y a ça y des est, on gens, arrive. il y a des gens Oh. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, on a déjà commencé le live, mais en fait, avec Paolo, il n'y a pas de limite, hein. On ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça finit. Bienvenue ce soir sur Sportmed. Bienvenue à toutes et à tous pour ce live comme un seul homme. Et on a l'honneur, le plaisir, la joie, l'immense joie d'accueillir Paolo César, le jeune homme Paolo César, un jeune homme de 72 ans. Paolo, bonsoir. D'abord, je suis très content. Honnêtement, merci beaucoup. Dans 2 jours, je fête 72 ans, 16 juin, sans blessure, oui. pas de cheville, pas de genou, pas de tibia, pas de gars, rien. Pleine forme, sans vice, pas en boisson, pas en cocaïne. Ça fait 22 ans. J'ai fini en 1998. C'est vrai, j'étais ambitieuse dans ma carrière, après ma carrière, et ça fait 22 ans. Et ça me fait grand plaisir. Pourquoi? Dans mon cœur, Marseille va rester toujours. Je ne suis pas politique, j'aime pas les gens politiques, j'aime pas l'hypocrite. Je ne suis pas comme ça, je suis vrai. Et vraiment, c'était un amour. Et je regrette. J'ai écouté à tout à l'heure, tu m'as envoyé un audio de Sacré Marius, pour moi, un des meilleurs libéraux au monde, pour moi. Et ce que j'ai joué 3-4 avec 3-4 dans la sélection brésilienne est exceptionnel. Et l'audio de Marius est vraiment, c'est une chose que j'ai commis 2 défauts graves dans ma carrière. Le premier, de partir de l'OM, idole, 25 ans, pleine juventude, superbe avec Jair. Et la deuxième est de disputer avec le président de la Confédération brésilienne de foot en 1978 pour récupérer la position de titre pour jouer la Coupe d'Argentine. Le Marseille, je n'ai jamais oublié là. Ça me fait très mal, ça fait 25, 30 ans. Jamais j'ai reçu un appel d'un dirigeant, ou de la mairie, ou de maire, ou une invitation pour venir à Marseille pour, au minimum, écouter à Jair Zeno, 2 champions du monde qui avaient le plaisir de jouer à Marseille, de vivre à Marseille. Je vais tourner à Marseille après. On va en parler, Paolo. Ça, finalement, on va parler de l'OM, on va parler un peu du passé, on va parler de l'OM d'aujourd'hui, hein, au fil de l'émission. Tu es avec nous jusqu'à 22 h en France, ça fait 17 h chez toi à Rio. Bruno, bonsoir Bruno. Salut Gilles et merci Paolo d'être avec nous. Bon. Vous m'entendez bien? Ça va? Ouais, on t'entend bien. Bon. Allez, en première partie de l'émission, donc c'est freestyle avec Paolo César. Comme je vous disais, on va parler un peu de l'Euro, un peu de la Copa América, un peu de la Seleção qui a débuté sa compétition hier par une victoire 3-0, de l'OM actuel, de l'OM passé. En deuxième partie, on parlera du mercato. Une fois que on aura libéré Paolo, on parlera du mercato. On suivra également Espagne-Suède. Ça a commencé depuis 6 minutes, 0-0. On fera un point à la mi-temps avec les paris, notamment notre concours de parieurs. Mais pour le moment, on va profiter de Paolo. Et puis, on va faire un petit retour en arrière de 47 ans. On est en 1974, Paolo. Tu es champion du monde 70. Tu débarques sur la Canebière. Et là, le championnat de France va subir un cataclysme, un véritable séisme. Tu es le premier champion du monde à venir jouer en France. Raconte-nous un peu comment ça s'était passé. Je suis arrivé à l'OM, je ne savais pas parler un mot de français. C'était difficile. Je suis arrivé à l'époque, je suis arrivé en mois de juin, juillet. C'est l'été, en plein été. Mon premier match, c'était contre Strasbourg. Je crois qu'on gagne 0, on fait match nul, c'est moi qui marque le but. Et j'ai commencé à faire la connaissance de joueurs, de Marius Trésor, Josip Escobar, qui c'était un monstre aussi, un avant-centre extraordinaire avec les 2 jambes, vitesse et malin. Sauf que Josip, il avait déjà 35 ans, moi j'avais 25. Il y avait Albert Raymond, qui était un jeune superbe ballon, François Brati, Georges Robert Bouygues, Charrier, Mijon, Raoul Noguez, un Argentin, franco-argentin. Il y avait Vanucci, Jacques Lemay, voilà des choses, je m'appelle tout le monde. Fernand Méry, qui est le président, enfin, Jules Zunca comme entraîneur. On avait une très bonne ambiance. Je suis arrivé à Marseille et quand c'est fini tous les matchs, il y avait un restaurant au 2e étage du stade, l'ancien stade, qui avait un cocktail toujours, juste après tous les matchs. Et moi, chez nous, à Rio, j'avais l'habitude de jouer à Maracanã avec l'école Samba, devant 150 000, 160 000. À Marseille, il y avait 30 000 personnes au stade plein. Sauf qu'après le match,
le vestiaire, tout le monde mou, tout le monde écoute. On joue au ballon, on s'amuse. E je commencei a la música, o disco de Jorge Ben, Mais Que Nada, sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado, o que eu quero é sambar. E Fio Maravilha, nós gostamos. Et à partir de là-bas, le vestiaire et le cocktail après tous les matchs, leurs femmes de Marius, Magui, femmes de Monde, tous les joueurs. On n'oublie pas, vendredi prochain, le disque. Et on a commencé à former une très bonne ambiance. Et je me rappelle que le second match, on va à Nice. Même, je ne savais même pas un mot, ni bonjour, ni bientôt, ni au revoir, rien. Je parlais avec Raoul, qui traduit pour moi. Et on arrive à Nice, ils avaient une équipe extraordinaire au Stade du Rei. Il y avait Baratelli, Katalinski, Juve, Huck, Bejikovic et Loubet. Et la zague centrale, c'était Adams. C'était un superbe noir, stopper, qui me balançait tout le temps en disant Brésilien de merde, Brésilien de n'importe quoi. On perdait 1-0. J'écoute, c'est pas vrai ça. Et on revient 3-1 au festival. Ouais. Il y a le journaux qui sortent le jour récital par l'OCD. Et après, tu fais Nice. C'est toi qui recommande au président Méric de faire venir Jairzinho quelques semaines plus tard, et Jairzinho revient au mois d'octobre. Et aí, après, on recommence. Aí on commence on était au 10e au championnat. Quand Jair arrive, il récupère sa forme et on fait une belle saison. Je regrette beaucoup les erreurs de jeunesse. Et je voulais m'excuser là directement à tous les Marseillais. J'avais 25 ans. Pas de boisson, pas de cigarette, pas de drogue, jamais la nuit, jamais les femmes, jamais sortir. J'étais un professionnel, honnêtement, 80% pro. Sauf que j'ai commis 2 erreurs. D'abord, d'arriver en retard pour le match très important contre Saint-Etienne, deuxième tour, chez eux. Non, j'arrive à demi-heure en retard au stade. Ils m'ont laissé au stade, je suis parti, je fais du stop sur la route. Et la presse parisienne, ils avaient la jalousie, parce que nous, Marseille avait 2 champions du monde, Jair et Paulo. Ils ont marché bien au championnat derrière à Saint-Etienne, qu'à l'époque, ils avaient une belle équipe aussi. Et le deuxième, c'était de venir à Rio. J'ai demandé à Mme Méric, la femme du président, qui m'a adopté comme fils. J'ai dit, écoute, j'aime le carnaval, il faut que j'aille à Rio pour le carnaval. Et on avait tous les matchs à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous n'êtes pas né, je crois. C'était le vendredi. Le match du championnat en France, c'était le vendredi soir. Et on avait le carnaval à Rio, c'était samedi, dimanche, lundi et mardi. J'ai dit, Madame Eric, si on gagne de 3 points, 3 victoires, 3 buts, chaque victoire de 3 buts, avec 3 buts d'écart, on marquait 3 points. Et on joue, je me rappelle, je crois, contre Rennes, et on gagne 3-0 ou 4-0 un dimanche. Non, samedi, non, c'est un vendredi. Il y avait un vol de Nice, Rio, samedi matin. Je suis pris ma BMW, la BMW, et après le match, on a gagné. Je suis venu à Rio pour le carnaval, samedi, dimanche, lundi et mardi. J'ai repris le vol mercredi, tous dans la programmation. Et j'arrive à Paris jeudi après-midi. Je suis parti de Rio, il y avait 40 degrés. J'arrive à Paris, et moins 10. Je vais mettre moins 10. Et Júlio me laisse sur la touche pendant 1h30. Il avait raison. C'est ça, les 2 fois que j'ai commis. Paolo, tu avais une vie. Mais je dis, je n'étais pas un joueur indiscipliné. J'ai une femme chez moi, au Brésil même, des gens quoi, après, ils sortent tous les jours, ils boivent. Écoute, je buvais du Guaraná à l'époque chez nous à Rio. Que le verre de Guaraná, le Guaraná est la même couleur de whisky. C'est le verre grand, tu sais, avec beaucoup de glaçons. Et chaque fois, écoute, qu'est-ce qu'il fait ce mec? Je buvais au minimum 12 bouteilles de Guaraná. Et les gens croyaient que j'étais avec le whisky. Non. Et c'est ça que je regrette un peu, de partir d'une ville que j'étais très aimé pour le supporter, j'étais en pleine forme et on pouvait faire de belles choses avec Jair sans reste. Ça, c'est mon regret. Ça, c'est ton regret. Bruno, une petite question pour Paolo. Paolo,
on s'est croisés quelques fois parce que la relation à Marseille, elle a duré. Tu es souvent revenu, on t'a souvent vu. Avant de te poser la question pourquoi, peut-être après, pourquoi une seule année finalement vous êtes resté avec Jair, mais d'abord ta relation à Marseille. À un certain moment, tu revenais souvent, tu avais des relations. C'est pour ça que ça peut être étrange que des gens de la mairie ou des dirigeants du club ne t'aient pas mis dans le coup pour participer à la vie du club. Comment tu peux l'expliquer? Tu vas continuer à venir à Marseille quand même. C'était le moment que j'étais un peu malade aussi, non? J'étais un peu malade. J'étais vraiment complètement alcoolique et drogué. J'ai mis la cocaïne, j'ai mis l'alcool. Et je sais pas que j'avais pas la condition pour bosser, pour travailler. J'étais pas en forme. Pero à mon retour, quand j'ai fini de 1998, j'ai rencontré ma actuelle femme, Anna. Je suis reparti à São Paulo. Quand même, je me souvenir à Marseille une fois, deux fois par an. Et j'étais un peu triste parce que je jouais aussi avec l'équipe des anciens de temps en temps, non? Avec les anciens de l'OM à l'époque. Et le club, jamais, ils ont manqué un peu, ça je sens jusqu'à aujourd'hui, ils ont manqué un peu de respect avec moi. Principalement Jair, je ne parle pas beaucoup de Jair, parce que moi je suis un Marseillais. J'étais, chaque fois par année, au minimum 3 4 fois, j'étais à Marseille. Jamais une invitation, jamais un coup de téléphone, jamais une carte. Écoute, Paulo, on a besoin de toi. On voulait acheter un joueur en libéraux, en avant-centre, en milieu de terrain, en arrière, n'importe quoi. Jamais. Et pendant ce temps-là, j'ai regardé le changement à Paris, le PSG qui remonte avec le son d'argent. À Marseille, on a besoin de public et des stars. Des stars brésiliennes qui jouent bien le ballon, pas n'importe quoi. Ça, c'est une chose qui vraiment, ça m'a touché beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, honnêtement, je suis très content avec cette interview. Honnêtement, je suis très content. Merci à toi d'être avec nous. Merci. En tout cas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off avant que commence l'émission, c'est la différence avec un club comme le Bayern ou avec Liverpool ou des grands clubs européens qui ont gardé le lien avec leur star passé. C'est vrai qu'à l'OM, on a toujours été un peu en reste de ce point de vue-là, le lien, l'héritage avec le passé, les anciennes gloires. Bon, c'est quelque chose qui peut-être va se corriger à l'avenir. En tout cas, on va lancer un appel. Hein, si on nous écoute, Paolo, Jair, quand vous voulez, vous les invitez pour un coup d'envoi. Et ça serait sympa, notamment pour la présentation de Gerson au Vélodrome, que vous veniez nous rendre visite. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Gerson? Parle-nous de Gerson. Honnêtement, Gerson, je l'ai connu là. J'habite à São Paulo. Ça, là, ça fait un an que je suis à Rio pour la chose de la pandémie, non? Et ma femme est de São Paulo. Et moi, j'écris pour un journal de São Paulo qui s'appelle à l'époque, c'est le groupe de Stadão. C'est un journal très connu chez nous, à São Paulo. Et il y a un tournoi tous les années des championnats des juniors, non? Des 15 à 18. J'étais à Rio pour passer un mois avec ma femme de vacances. Et je suis allé à Fluminense. C'est un club que j'ai joué aussi pendant 3 ans avec Ribeirão. Je suis allé voir un match de finale du championnat des juniors sub-18 au stade de Fluminense. Et je regardais au milieu de terrain gaucher. J'avais 16 ans, je crois, à l'époque. C'était Gerson. Et je parlais avec lui. Il est très bon, ce gaucher-là. Puis le milieu de terrain, pas il est comme on le fait aujourd'hui, le gaucher de côté droite ou le milieu comme milieu défensif. Et 2 ans après, il monte en équipe titulaire. Et je regarde à São Paulo. Il est vendu à Rome. Il était vendu à Rome à l'époque. Je ne sais pas, 25-30 millions d'euros. Il n'a pas réussi à Rome. Il est retourné, ça fait 2 ans à Flamengo, prêté. Après, Flamengo a acheté son transfert. Là, j'ai peur que Gerson il arrive chez nous. D'abord, la responsabilité. L'OM, c'est énorme. Il ne le sait pas. L'OM, ce n'est pas n'importe quoi. L'OM, c'est le champion d'Europe. C'est le meilleur public, c'est vrai. C'est comme chez nous, on jouait à Maracanã. C'est difficile, c'est pas facile de jouer à Maracanã devant un public, devant les manifestations et tout. Il est un bon pied gauche, il est intelligent, sauf que c'est pas la même chose. La Flamengo, il a beaucoup de bons joueurs à côté de lui. À Marseille, ça fait longtemps que je ne vois pas une belle équipe, ça c'est mon opinion. J'aime pas comment joue Marseille. Même à l'époque, qu'il y avait Didier Deschamps, j'étais à Marseille de temps en temps.
Une fois, j'étais avec Josué pour match Marseille joue contre Manchester United, qui ont fait, je crois, match nul. Et le public marseillais n'était pas content, même comme Deschamps, comme champion et comme entraîneur. Marseille, on aime le dribble, on aime le 1-2, on aime la poitrine, on domine la poitrine, on aime s'amuser, mais le professionnellement. J'espère que Gerson, qualité est là, sauf qu'il faut voir une belle équipe. Ce n'est pas un joueur, je crois, qui va organiser ou monter une équipe. Ce n'est pas un organisateur de monter une équipe. J'espère que, comme il a déjà son expérience à Flamengo, qu'il nous passe bien à l'OM. Ce n'est pas un mauvais joueur. Moi, j'ai une question. Ça dépend beaucoup de la personnalité. Ça, il faut voir la personnalité aussi. Hein, c'est vrai. Pour jouer. Moi, j'ai une question, Paolo, parce qu'on dit souvent, après Bruno aussi va vouloir réagir par rapport à ça, mais on dit souvent à Marseille, la crainte qu'on a, c'est par rapport au rythme du championnat brésilien. On dit souvent que le championnat brésilien a un rythme beaucoup moins intense que les championnats européens. Est-ce que toi, tu confirmes de ton côté, toi qui regardes, parce que tu nous l'as dit, tu regardes tous les matchs européens, notamment l'Euro 2020 actuellement, tu es un bouffeur de ballon et de rencontres tous azimuts comme ça. Est-ce que pour toi, c'est vraiment, c'est un cliché de dire que le championnat brésilien est moins intense, moins rythmé, et que ça pourrait être justement une faille et un bémol dans l'adaptation de Gerson à la Ligue 1? Non. À Rio, on avait une référence spéciale sur Rio de Janeiro, non? Ou même le Nordeste, qui sont des régions très chaudes. Non, la région Nord-Nordeste, chez nous, qui fait 40 degrés, 50 degrés. Rio, pareil. Le football de Rio, il était différent de tout le pays. Qui ont joué avec la cadence, tu comprends, avec le rythme slow, pour la qualité du joueur aussi. On avait un football classique. Aujourd'hui, non, aujourd'hui, c'est tous pareil. Aujourd'hui, le joueur court, il ne joue pas. C'est le ballon qui court. C'est vrai, c'est pas la même chose, non. C'est pareil chez nous aujourd'hui. Et ça manque beaucoup de bons joueurs, de la qualité de jeu. C'est pour ça que ça fait 20 ans qu'on ne gagne rien. On arrive en Coupe du Monde, on est éliminé en quart de finale, en demi-finale, on n'arrive pas en finale. Pour la qualité du jeu brésilien, elle est pareille dans tout le pays. Elle est pareille dans tout le pays. Donc, non, je crois que Gerson, si Marseille fait de bonnes acquisitions, c'est obligé. Lui, ce n'est pas un joueur qui va faire monter l'OM. Non. C'est un bon joueur, c'est un bon milieu de terrain, il a de qualité, c'est un jeune. C'est difficile de dire. J'espère que ça marche bien pour lui. Et comme ça, on a la possibilité de revenir sur l'école brésilienne à l'OM, qu'on a besoin de ça. Marseille, on aime ça. C'est vrai, on aime le spectacle. Bruno, tu voulais réagir? Oui, Paolo, intéressant d'avoir ton avis. Peut-être première question sur Sampaoli. Est-ce que toi, tu le connais un peu, ce Sud-Américain, bon, argentin, mais savoir peut-être... C'est un fou. Est-ce qu'il a de la fibre brésilienne qui fait que on dirait qu'il a voulu Gerson et puis peut-être d'autres? Et deuxième question, Paolo, on a toujours eu l'impression qui s'est vérifiée, c'est souvent Paris qui a eu cette fibre brésilienne en faisant signer de grands joueurs brésiliens, Rai, et souvent l'OM n'a pas été dans cette culture brésilienne, sauf quand tu y étais avec Jair. Comment tu l'expliques, toi? Il y a une explication que l'OM n'a pas souvent parié sur des Brésiliens. Bon, bien sûr, il y a Moser, mais c'est souvent Paris qui a monopolisé, bon, on le voit bien sûr avec Neymar, qui a monopolisé les meilleurs joueurs brésiliens. Peut-être avec le départ de moi et Jair, on a laissé un peu les Marseillais un peu avec la doute d'acheter les joueurs brésiliens. Peut-être qu'ils ne vont pas rester jusqu'à la fin. Je crois que les gens pensent jusqu'à aujourd'hui comme ça. C'est pour ça que le comportement des dirigeants, tu comprends, avec moi, c'est pareil jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais. Mais c'est pas ça, on est des pros. C'est moi qui ai fait le zéro, c'est pas Jair. C'est un Brésilien qui a fait un erreur. Mais c'est pas quand même que tu ne vas pas acheter de bons joueurs. Je crois que la disparition entre Marseille et Paris Saint-Germain, c'est l'argent, c'est le prince, là, le cheikh du Qatar qui a beaucoup d'argent. Et donc, il achète le Brésilien qu'il voulait. Pour moi, ce n'est pas un mérite, tu comprends? Ce n'est pas un mérite, ça. Voilà, Marseille, je répète, Marseille a beaucoup perdu jusqu'à aujourd'hui pour ne pas demander des opinions de Paulo César et Jair, qui sont des grands connaisseurs du football brésilien, pour indiquer des bons petits bijoux, des jolis bijoux pour l'OM
Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. On rappelle, Paulo César, 78 sélections nationales, champion du monde 70 avec la meilleure équipe de tous les temps, hein, Pelé, Gerson le vrai, hein, Rivellino, Tostan, Carlos Alberto, Carlos Alberto, Clodoaldo, Pelé, bien sûr. Et Paulo, moi j'ai une question. Je pense que l'OM, c'est le champion d'Europe, imagine. C'est plus populaire en France jusqu'à aujourd'hui, c'est pas normal. Même si Paris Saint-Germain, ils ont l'argent, on a l'intelligence. Et là, ça fait 25 ans que l'OM manque dans l'intelligence. C'est ça, c'est ma vision, ma opinion. Dans les dirigeants qui sont venus, au directeur sportif, ou les conseillers techniques qui sont venus à Rio, là. J'ai rencontré 1000 fois Jean-Philippe Durand ici. J'ai rencontré des autres qui travaillent pour l'OM. Tu comprends? Il y a un agent qui s'appelle Durand qui travaille pour Marseille. Et comment ça? C'est pas normal. Ces mecs-là, ils vont pas indiquer de bons joueurs. Moi, je vais indiquer de bons joueurs. Je ne veux pas gagner d'argent. On rappelle d'ailleurs que Ronaldo Fenomeno était passé par l'académie de Jairzinho d'ailleurs. Et bon, rien que ça. C'est lui qui l'a trouvé. C'est Jair qui l'a fait venir à São Cristóbal. Il a débuté dans une équipe petite de Rio, d'un quartier qui s'appelle São Cristóbal. Il était joueur de l'école de Jair. C'est ça qu'on ne comprend pas, tu comprends? Jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, ça y est, heureusement, j'ai la santé, grâce à Dieu, toujours. Je suis toujours amoureuse de l'OM, c'est vrai. C'est une chose qui me fait mal, c'est de voir qu'on a 6 Brésiliens à Paris et à Marseille, on n'a rien. On avait un grand joueur, c'est Moser. J'étais à Marseille à l'époque, c'est Moser. Après, Edson, l'arrière-gauche qui est venu du Nord. Et après, Brandão, hein? Fernandão, qui est mort. C'est de moyenne. On a des joueurs de qualité. Ça se demande. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, le supporter marseillais se manifeste. Moi, je suis marseillais, moi. Oh, les Jeux Olympiques, c'est 2024. C'est à Marseille. C'est Marseille-Paris, vous savez, les Jeux Olympiques. Oui. La France. Il va y avoir des matchs. On a vraiment. Oui, on a. Non, il a la chose aussi, le volley, la natation, le barco à vela, tout. Et Marseille, c'est là, c'est toujours, Marseille, c'est une marque. Marseille, c'est une marque dans le monde. On ne peut pas, Marseille dorme là, comme à Rio. Et on dorme chez nous à Rio. Aujourd'hui, le football de Rio, il est mauvais. Moi, je regarde la télé, je suis triste. Je crie là, j'ai pris ma chronique, elle sort là aujourd'hui, je vais t'envoyer par WhatsApp. Et ça me fait mal. Le public marseillais, il dorme là. Il dorme, il est malade. C'est vrai, c'est la vérité. Il y a une chose que c'est tout à ton honneur. Tu as fait une sorte de mea culpa, tu es revenu un peu sur tes frasques, tu étais assez fantasque, tu driblais aussi bien sur le terrain qu'en dehors, il faut dire la vérité. Moi, je voudrais juste rappeler cette anecdote OM Saint-Etienne. Le jour du choc, hein, OM Saint-Etienne OM à Geoffroy Guichard, vous avez rendez-vous en quart au stade Vélodrome le matin pour vous rendre à Saint-Etienne. Vous êtes donc premier Saint-Etienne et deuxième l'OM. Et là, tu arrives en retard, tu étais à la plage, bon, tu rattrapes le quart sur l'autoroute, quelqu'un te prend en autostop, te ramène au quart. Tu montes dans le quart, vous arrivez à Geoffroy Guichard, 2 minutes de jeu, tu mets un but de la tête extraordinaire, je crois. Ça, c'est tout Paulo résumé en une anecdote. Capable de choses improbables comme ça, de dribbler, d'être là où on ne l'attend jamais et d'être extraordinaire sur le terrain. Et idem, en 82-83, tu viens jouer à Aix parce que ce qu'il faut dire aussi, Paulo, c'est que tu es quelqu'un de cœur. Tu viens jouer à Aix parce que c'est Jules Vinca, l'entraîneur de Aix, qui joue en 3e division. Tu as encore de beaux jours devant toi. Tu viens jouer à Aix en 3e division. Bon, tu viens par amitié. Au final, tu termines cette aventure à Aix et 6 mois plus tard, tu te retrouves au Grêmio Porto Alegre. Tu joues la finale de la Copa Libertadores et la finale du Mondial des clubs que vous gagnez contre Hambourg. Tu es champion du monde des clubs alors que 6 mois avant, tu jouais en 3e division sur les terrains de Provence à Aix. Ça résume bien le personnage. Ça, c'est une réponse très importante. Les gens, plus moi, j'ai toujours des problèmes avec la presse. Tu sais, chez moi, d'abord, pour c'est un black qui n'a jamais dit non, jamais dit oui aux blancs chez nous. Tu comprends? J'étais le contraire. J'ai toujours dit non. J'ai dit, écoute, j'ai talent, je n'ai pas besoin de vous. Vous êtes très raciste chez nous, c'est très raciste à Rio et au Brésil à l'époque, j'avais 21.
champion du monde, d'argent, comprends? J'avais ma vie, j'avais ma voiture, je m'habillais bien, j'avais mes choses que j'aimais bien. Ça, c'était un problème. Et en France, pareil, la presse parisienne à l'époque, ils étaient méchants. L'équipe magazine, France Football, c'est vrai, François, Libération, tous les journaux, principalement des sports. Ils avaient une jalousie de l'OM et de Marseille pour avoir 2 Brésiliens champions du monde. Je ne comprends pas. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose, donc, sur la réponse là, imagine, j'avais 33 ans, pas de blessure, je ne pouvais pas, je ne sais pas. Je veux jouer en 3e division, je suis allé jouer pour Jules, j'aime beaucoup. C'était un entraîneur qui toujours m'a fait confiance. Il m'a jamais m'a pris dans un coin en disant je ne veux pas que tu travailles comme ça. Non, non, j'étais toujours un pro. Jamais manqué un entraînement, jamais m'entraîné, alors jamais la vie aussi. Et après, j'arrive à 6 mois, on finit, je crois, 6e. On n'avait pas l'équipe. Hein. Il y avait 8000 personnes au stade universitaire à Aix. Les Marseillais qui m'ont venu jouer. On a fini bien. Et je reçois une proposition pour aller à Grêmio. J'ai passé 6 mois dans un centre de récupération dans la région, dans la montagne au sud du pays. Et on va à Tokyo et on bat un beau de champion du monde encore. Je pouvais jouer encore, j'avais 34 à l'époque. Sauf que j'avais marre tu comprends, de tous les temps à la presse qui disait, tu comprends, n'importe quoi. Je n'étais pas encore un vicieux, je n'étais pas encore un alcoolique. Mais c'est quand même ça, c'est des choses que les gens ils vont jamais oublier, tu comprends? Ils vont jamais. Ça, malheureusement, ça a laissé une image de toi. Et comme tu l'as dit, d'ailleurs, c'est tout à ton honneur parce que c'est vrai que tu as la lucidité de le reconnaître. Ça a peut-être laissé l'image des Brésiliens, bon, ben, fantasque. Bon, c'est vrai que les Brésiliens, ils aiment faire la fête. Jusqu'aujourd'hui, ici aussi. Ici, là, ça fait. Bruno, j'avais une chronique au Globo. C'est une organisation que moi, je n'aime pas. C'est de gauche ici, vraiment, on dit en portugais lixo. Comment on dit en français lixo? La poubelle. La poubelle. Ouais. C'est la poubelle. Et je dis ici, là, tous les jours, quand je suis interviewé, là. Et jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas invité chez moi, et moi, je ne viens pas. Ça m'invite, je dis non, je ne viens pas. Paye. Je me paye, je viens. Je me paye, je ne viens pas. Organisation globale, n'importe quel São Paulo, je ne viens pas. Je maintiens ma nature, ma personnalité. Je n'ai pas besoin d'eux. Tu comprends? Non. Alors, Marseille, oui. Marseille, j'ai besoin. Ça me fait mal. L'OM, c'est pas vrai qu'on ne gagne pas un championnat de merde. Tous les années, je regarde. Hein? Tu as eu une vie de rockstar. Esprit libre, rebelle. Tu nous fais penser un peu à Eric Cantona. Bruno. Il y a une question qui revient dans le chat, Paolo, sur Luis Enrique. Tu en as un peu parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur? Est-ce qu'il a une grosse marge de progression? Il est né au club, il est né à mon club de Jair, Botafogo, qui va très mal. On est en 2e division pour la 4e fois. On a tombé en 2e division. C'est à Rio. C'est un garçon qui il a des bons moments et de mauvais moments. Il est jeune. Écoute, tu es jeune, tu es bon. Ça dépend de toi. Tu comprends s'entraîner. C'est toi qui on passe, c'est toi qui on frappe de balle. C'est pas un bon domine, c'est pas un bon conducteur de ballon. Il faut s'entraîner, il faut corriger ça. C'est pas moi qui vais le dire ça. C'est toi. Il faut voir aussi on dit en portugais, tesão, plaisir. Jouer au football, il faut voir le plaisir, cara. Imagine 60 000 abonnés pour jouer. Oh, là, un bon domine. Oh, là, un bon dribble. Oh, là, un bon frappe de balle. C'est pas vrai. Putain, le mec, il est né à Rio. Oh, écoute. Et Paolo, tout à l'heure, Sampaoli, tu disais, il est fou. Non, tu confirmes? Ah non, je veux parler de Sampaoli. Sampaoli, j'aime bien parce que c'est l'école de Marcelo Bielsa. J'étais à Marseille quand le Bielsa était entraîneur. Je passais, je crois, 2-3 mois chez mes amis Frexas là. C'est un fou. C'est un fou qui fait son boulot. Il achète des joueurs et si ça ne marche pas dans 3 mois, il s'en va. Et nous, reste dans le nul. C'est un bon entraîneur. Il a fait un beau boulot pas seulement avec par exemple, Santos, c'est un petit peu, Atlético, mais il a fait un beau boulot avec la sélection chilienne en 10-15 ans dernière, quand il était adjoint de Marcelo, qui est parti, et il a fait une belle équipe de Chili qui a gagné 2 Coupes d'Amérique chez nous,
en Amérique latine. Mais c'est un fou. Si un moment il n'était pas content, écoute, il s'en va. Là, j'aime pas ça, moi. J'aime pas. C'est un bon entraîneur. D'abord, c'est un entraîneur qui aime moi, j'aime le football offensif. Et à Marseille, il faut voir ça. Il faut voir ça. Plus, je te dis, plus le dribble est obligé. Le dribble, un bel domine de poitrine, un bel petit pont, un bel petit lobe. C'est vrai. On aime ça. Le Marseillais, il aime ça. Qu'est-ce que ça a donné le match d'ouverture hier, Brésil-Venezuela? Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette équipe, la sélection actuelle et... Allez. Ah, c'est pas ma sélection. C'est pas ma sélection. Rien à foutre. Ouais. Je suis pour la Belgique que pour la France. Plus pour la Belgique. Je préfère le football plus joli de la Belgique que l'équipe de... J'aime l'équipe de France. Tu comprends? Didier Deschamps, c'est un ancien milieu de terrain. Je ne suis pas contre. Qui aime le football pragmatique, tu comprends? Le contre. Non. Moi, j'aime le football offensif. Et la Belgique, ça joue un football comme ça, collectif et offensif. J'aime le football belge. Aujourd'hui, hier, j'ai vu un bon match. J'ai vu une belle équipe d'Hollande hier contre l'Ukraine. Ils ont une équipe de jeunes joueurs. Il y a une équipe aussi qui m'a fait plaisir, à part qu'ils n'ont pas été à la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, le boulot de Mancini en Italie. Ils ont mis 4-0, c'est difficile. Hein? Ça fait longtemps qu'ils gagnent rien. C'est vrai, 4-0, bien. Mais bon, je dis, je parle de la façon de jouer, tu comprends? Pas seulement le 4-0. Hollande hier, ils ont mis 2-0, après l'Ukraine a égalisé, ils ont continué de la même façon, les sens. C'est ça qui nous manque chez nous, à Marseille. On n'a pas ça. On n'a pas ça. J'adore Paolo parce que chez nous, à Marseille, ça fait plaisir, c'est le cœur. Je suis Marseillais, moi. Tous mes amis noirs et les Parisiens, Esther et Paris sont mes amis, c'est mes potes. Je suis Marseillais, moi. Je ne suis pas Parisien. Rappelle-nous, Esther, il a essayé de te faire venir au PSG à une époque. Tu n'as jamais voulu, hein? Non, je voulais venir. C'est l'entraîneur à l'époque, c'était un Yougoslave, Vazovic. Il a dit non, il aime la nuit. Je ne vais pas. Écoute, quel con. C'est vrai. Il aime la nuit. Non. Paolo, pour les amoureux du football, l'équipe de 70, parle-nous un peu de cette équipe. On n'a plus jamais revu une symphonie. C'est une symphonie, notamment ce quatrième but. Ça part de derrière, il y a, je crois, super. Il est sublime. Explique-nous un peu quelle était l'atmosphère. Une fois, j'ai parlé avec Jair qui me disait l'entraîneur n'avait pas besoin de parler parce qu'on n'explique pas le football appelé à Jair, à Tostan, à Rivellino. Comment ça se passait entre vous? Explique-nous un peu. Non. Et là, non, il faut écouter si Zagallo, il était très important. D'abord, c'était un joueur. Point. C'est pas un champion du monde. Zagallo était déjà deux fois champion du monde. 58 et 62 comme titulaire. À côté de Garrincha, Didi, Newton Santos. Pour moi, c'est la plus belle équipe brésilienne. Pour moi, c'est la 58. Il y avait 4 monstres. Garrincha, Didi, Pelé et Newton Santos. Et plus Djalma Santos, à droite. Pelé, il était déjà champion du monde. Il avait le titre mondial avec Santos contre Milan et Benfica. Et 2 titres mondiaux, 58, 60. On n'avait rien. On était titulaire chaque équipe, à Fogo, à São Paulo, à Palmeiras, à Cruzeiro. E aí Tostão de Cruzeiro, Piazza Cruzeiro, Dirceu Lopes Cruzeiro, Paulo, Jairson, Roberto Botafogo, Pelé, Edu, Carlos Alberto, Clodoaldo Santos, não? Luiz Brito, que jouait à Vasco da Gama à l'époque. Zagallo, il était l'entraîneur. Pelé, il arrive et dit, on a fait une mauvaise Coupe du Monde en 1966, le Brésil était éliminé au premier tour, pour la Hongrie et pour Portugal, et on avait le régime. Et les militaires, ils ont pris la sélection brésilienne, ils nous ont fait très bien. On avait une équipe de malins, des disciplinés, Gerson qui fumait, Félix qui fumait, Rivellino qui fumait, Jair qui fumait, Paulo qui aimait les filles, j'étais jeune à l'époque, Pelé qui aimait les filles aussi. Et Pelé dit, on a une équipe qui peut gagner cette Coupe du Monde. Et on a fait une préparation pour la première fois de la vie. On est reparti au Mexique, à Guanajuato, de 1800 mètres d'altitude, justement parce que la finale, si on arrive en finale, c'est à côté du Mexique, non, à 3000.
Et on reste 60 jours fermés. On s'entraîne 60 jours, tout le monde. Extraordinaire. Plus la qualité de l'équipe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis 3 gauchers extraordinaires ensemble. Gerson, Tostan, Rivellino. Et Jair, il était 10 chez nous, à Botafogo, il est droite. Non, à Botafogo, il était 10. Dans la sélection, il est parti comme il est droite. Il avait la vitesse, il avait le dribble. Moi, comme il est gauche, du côté gauche. Premier remplaçant de cette équipe extraordinaire. J'ai l'honneur de jouer 2 matchs comme titulaire contre l'Angleterre, c'était la championne du monde, on gagnait 1-0, et contre la Roumanie, qui était la sub-championne d'Europe, et on gagne 3-2. C'était vraiment sublime. 5 numéros 10 ensemble, 3 gauchers ensemble. C'est plus facile de jouer, plus facile de s'entendre, c'est des joueurs intelligents. Parce que c'était le boulot de Zagallo qui s'entraînait. Aujourd'hui, je ne comprends pas, Gilles et Bruno, comment on ne s'entraîne pas. Il faut s'entraîner collectivement, même si on joue 3 fois par semaine, au minimum 1 fois par semaine. Il faut s'entraîner dans un terrain de 105 ou 110 pour 65. 1h30. On va jouer 1h30, 2 temps de 45 minutes. Il faut s'entraîner collectivement contre l'équipe remplaçante ou contre le junior de l'équipe. C'est là qu'il forme une base, c'est là qu'il forme la collectivité. Sinon, on n'arrive pas. Ouais. Paolo, je te remonte quelques messages du chat. C'est tellement incroyable de l'avoir avec nous. Moi qui suis un ancien, on se régale à l'écouter. Passez-lui le bonjour. Le chat, n'hésitez pas à envoyer des questions. On les remonte à Paolo. Il va se faire un plaisir de vous répondre. Il est avec nous encore une vingtaine de minutes. Mais de toute façon, il reviendra parce que Paolo c'est un ami. Et puis, j'aime bien. Bon, je vais le faire. Voilà. Là, la chose là, tu vas demander, c'est toi et Bruno. Et puis nous. Appelle Mara Obano, appelle la Via Zuli, écoute, pour venir pour le début de. Oui, pas seulement donner le coup de voix. Je vais rester un peu à Marseille pour voir. Je peux faire quelque chose pour le club. Je crois bien, écoute, c'est pas normal. Tu seras le bienvenu. Normal, je te dis. Tu seras le bienvenu. Bruno, quand on entend ça, quand même. Chez moi, Nice, le stade de David. Justement, Paolo, nous et les anciens, on veut les. Ça me manque un peu de ça. L'antenne, elle est ouverte aux anciens, nous. Hein. Si le club, malheureusement, il a sûrement fait de grosses bêtises. Nous, Paolo, sache que les anciens, à l'image d'Olmeta et autres qu'on a eu, nous, notre but, c'est de vous mettre en avant aussi, espérons toutes ces prochaines années. Donc, on espère que tu reviendras avec nous souvent. Et Paolo, que ce soit clair pour que tout le monde comprenne, tu en as parlé déjà, mais est-ce que tu peux nous dire la vérité? Pourquoi finalement vous êtes resté qu'un an? Il y a eu des histoires à la fin, on a compris, mais dis-nous ce qui s'est passé. Pourquoi vous êtes resté avec Jair qu'une seule année? C'est moi, Jair, je ne peux pas répondre. Je réponds pour moi, c'est une bêtise de ma part. Je voulais rejouer dans la sélection brésilienne. Comme je ne fais pas une superbe Coupe du Monde en Allemagne, on est fini 4e. On joue demi-finale contre Hollande, j'ai eu l'occasion de marquer et je manque l'occasion. Et Hollande nous élimine, on arrive 4e, on joue la 3e place, on perd contre la Pologne. J'étais un peu dessous. Et je suis très vraiment bien à Marseille. Et j'ai reçu le président des Fluminense qui est venu me voir à Marseille et qui a fait ma tête, tu comprends? Sur la sélection brésilienne, la Coupe du Monde en Argentine, la prochaine, il faut que tu rentres pour récupérer ton poste dans la sélection. C'était une énorme erreur même, pas de jeunesse, non, c'était une bêtise de ma part. C'est ça, et je regrette beaucoup. C'est ça le premier grand défaut que j'ai commis dans ma vie professionnelle, c'était partir de l'OM. J'étais bien placé, adopté, des amis, aimé pour le public, et c'est une faute. Je fais une faute grave. Je rassure, Paolo, je regrette beaucoup. C'était pour regarder là. Du public. On a encore des messages de Baka. Paolo a le sang marseillais. On se régale. Toujours très intéressant. Enfin, tu fais l'unanimité dans les réactions. Et moi, je voudrais te poser une question parce que tu as parlé de ces challenges et du président de Fluminense qui est venu te voir. Mais ça se termine mal aussi au Parc des Princes. Déjà, avec le PSG, il y avait des problèmes. Dans les couloirs du Parc des Princes, lors de ce retour du Coupe de France. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, tu peux le dire maintenant. Il y a prescription. Allez. Non, la Coupe de France, avec moi, il n'y avait rien, moi. Avec moi, il n'y avait rien. J'ai dit que de belles choses à l'arbitre, sauf que j'ai pris 4 matchs. J'étais suspendu 4 matchs. Je l'appelais filho disso, filho daquilo. Tu comprends? Fils de... On va pas dire. Des Parisiens, je passe des Lillois qui a arbitré le match.
Oui, c'est ça. Moi, non, je n'ai pas touché, je ne fais rien. Moi, j'étais normal. J'ai dit des choses comme ça et la fédération m'a donné 4 matchs de suspension. Alors, Jair, je ne peux pas répondre. Je n'ai pas vu Jair frapper l'arbitre. Honnêtement, non, je n'ai pas vu. On rappelle que Jair avait été... tu n'as jamais vu une photo. Ouais. On rappelle que Jair avait été condamné à 1 an de suspension. Il avait été accusé d'avoir donné un coup à l'arbitre, ce qu'il a toujours nié. Dans la bousculade, on n'a jamais réellement su ce qui s'était passé. Toujours est-il que la fin de saison... C'est ça que je dis. On n'a jamais vu un film ou une photo de Jair donner un coup de poing à l'arbitre. Jamais vu. Alors, moi, non, moi, c'était, je dis même, je l'appelais Phil, il y a un penalty pour nous qui ne donne pas. C'est des Pantélix sur moi. Ah oui, on était volés même. On était volés. Et je dis, écoute, j'ai perdu ma tête et je n'ai jamais touché l'arbitre. Jamais touché un arbitre dans ma vie, non. Je dis des choses. Je dis des choses bien faites. C'est dommage quand même. On a perdu la chance de. Il y a une question personnelle à te poser parce qu'il y a beaucoup de réactions dans le chat. Paolo, on t'aime. Paolo, tu es sans filtre notamment de la part de Paul Hakiem. Sans filtre, tu vois ce que ça veut dire sans filtre? Ça veut dire que tu es quelqu'un de direct, qui dit ce qu'il pense. Est-ce que tu crois que justement cette manière d'être, ce caractère-là, ça t'a joué des tours et ça t'a empêché d'avoir peut-être une carrière encore plus épanouie et de faire peut-être... comment dire, de jouer dans des clubs un peu plus de haut standing, quoi. Est-ce que ça t'a joué des tours, ça, ce caractère dans ta carrière? D'abord, j'ai joué dans les grands clubs de standing. Champion du monde avec la sélection brésilienne. Point. Après l'Olympique de Marseille, unique champion d'Europe en France. Point. Oh. Flamengo. Meilleur supporter brésilien, 180 000 personnes par Fla-Flu. Oh, excuse-moi, champion du monde avec... J'ai pas besoin. Il y a l'OM. O único champion du monde brésilien que je l'aime, c'est Paulo César. Oh, pas besoin de standing. Est-ce que je suis un noir qui est né en favela, dans un pays, dans un monde raciste? Tu comprends? Et moi, je suis un noir qui n'a jamais dit oui. J'ai toujours non. Et ça, c'est jusqu'aujourd'hui. Chez moi, à Rio, là, ça fait 1 an que je suis là. J'aime Rio, j'aime pas les gens de Rio. Je n'ai pas besoin de la presse. C'est ça qui fait mal. Je n'ai rien à foutre. J'ai mon talent, j'ai ma personnalité, j'ai mes amis. Tu comprends? Et je suis là. Je suis abençoado. C'est pour ça qu'on t'aime, Paolo. Droit au but. Bruno, droit au but, Paolo. Hein? C'est sans filtre. J'ai une petite question, moi, parce que est-ce que tu as vu, Paolo, il y a eu je trouve un beau documentaire qui a été fait sur Pelé à Netflix. Je crois que tu as participé, non, avec Jair? J'ai participé. Parce que justement, savoir ce que tu penses de ce documentaire et savoir tes relations, Pelé fatigué, savoir les relations que tu as gardées ou non avec Pelé. Non, je suis marié avec ma femme est de São Paulo, non? J'habitais à São Paulo pendant 18 ans. Après, on a changé à Florianópolis. Ça fait 3 ans. Et là, maintenant, je suis à Rio. Pelé, il est toujours dans mon cœur. Sauf qu'on a eu différentes opinions sur le black, sur le racisme, sur les jeunes, sur les enfants, chez nous, dans le monde. Pelé a donné trois interviews. Ça, j'étais là. 68, j'étais à Botafogo. Et son millésimo gol à Maracanã, il y avait 200 000 personnes au monde entier. Et quand il marque le but, il prend le ballon et dit, il faut regarder les enfants pauvres chez nous. Les enfants pauvres. 68. Oui. Tu regardes la situation des enfants au Brésil, jusqu'à aujourd'hui, c'est plus. Non, c'est pire. Après 77, quand il a fini sa carrière au Cosmos, j'étais invité aussi, Carlos, il y a Cassius Clay à côté de lui, il parle 3 fois, et love, amour. On n'a rien compris, on a dit que c'était chose politique et tout, et on manque d'amour jusqu'aujourd'hui, chez nous, plus au Brésil, non? Et la troisième, entre 72, son match derrière Maracanã, que j'ai joué contre la Yougoslavie, qu'il a dit que le Brésilien, il ne sait pas voter. Il sait faire jusqu'aujourd'hui.
ces Brésiliens, ils ne savent pas voter. Le vote, c'est pour élire un président, un maire, un préfet. C'est sa façon. La mienne, elle est plus agressive, tu comprends? Je ne suis pas une personne agressive. Je n'ai jamais frappé un joueur, je n'ai jamais frappé une personne. Non, c'est la parole. Comme je suis black, c'est un black qui a ousadia. Comment on dit ousadia? Ose dire, c'est ça. Ousadia. Qui ose parler. Tu comprends? Et les gens, ils ne voulaient pas. Jusqu'aujourd'hui. C'est pas grave, on s'en fout. Ouais, c'est pas très grave, mais ce que tu lui reproches un peu, c'est son manque d'engagement politique et son côté un peu lisse, personnage un peu lisse, on va dire politiquement correct, c'est ça. Il a dit déjà, il a dit à sa façon, Gilles. Il a dit à sa façon, c'est les gens qui ne comprennent pas. Comme les gens ne comprennent pas, tu comprends? Il disait, ça c'est un racisme, c'est un racisme grave, c'est le plus nogent, sale. On a vu passer des photos pendant que tu parlais avec Bob Marley. Tu as rencontré Bob Marley, vous avez même fait un match ensemble. Non, c'est lui qui m'a rencontré. C'est lui qui m'a rencontré. Excellent. Raconte-nous un peu. C'était un plaisir énorme. J'étais à Grêmio et lui, il arrive à Rio pour lancer son disque. Ce n'était pas un spectacle. Il est venu avec la gravadora qui s'appelait Ariola à l'époque. Et avec son jet particulier, et le son impresario, qui c'est en anglais à l'époque. Et Nathalie Delon, l'ex Delon, elle était mariée avec le mec, le président de la compagnie de disques. Ils arrivent au Copacabana Palace. Et il y a un reporter brésilien qui m'appelle en disant, il y a Bob Marley, je viens de l'interviewer. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez faire? J'aimerais bien connaître Paulo César, c'est mon idole, c'est notre idole dans mon quartier en Jamaïque. Imagina, cara. D'abord, je n'étais pas fan de lui. J'étais pour Marvin Gaye, pour Stevie Wonder, James Brown. Enfin, on se rencontre. Je l'amène à jouer le ballon avec Chico Buarque, tout le monde à Rio. Je l'amène à Rio pour manger. C'était extraordinaire. On a joué au ballon ensemble. On fait un deux. J'ai le vidéo, je vais l'envoyer pour voir. Extraordinaire. C'était une chose impeccable dans ma vie. Imagine, en Jamaïque, c'est pour la sélection brésilienne de 70 qui a touché pas seulement le blanc, il a touché le monde entier, principalement en Afrique. C'était un symbole, l'équipe de 70. Et moi, j'étais un des. J'avais 21, imagine. Bob Marley était fan de toi. Extraordinaire. Incroyable. Spectacle. Il était bon joueur, bon gaucher. Bon gaucher, il a mis le ballon, fou de ballon. Sauf que, Gilles, on arrive à l'hôtel. Et moi, j'étais jamais parlé de l'autre. Il a perdu un tube comme ça. Et avec une naturalité impressionnante, impressionnante. Extraordinaire. Beau souvenir. Paulo César sur SportMed. Paulo César, 21h55. Espagne, Suède, 0-0 à la mi-temps. Ça a repris en deuxième mi-temps. Le spectacle, de toute façon, show di bola, comme on dit en brésilien. Show di bola. Le spectacle, de toute façon. Allez, l'OM, allez, les Marseillais. Le spectacle sur SportMed, il n'est pas sur Espagne-Suède, il est sur SportMed en direct. Vous êtes plus de 4600 en live actuellement. Bruno, allez, on fait une dernière question chacun, peut-être une question du chat et on va libérer Paulo. Et promis, il reviendra nous voir de toute façon. J'ai vu des questions, moi j'aurais des questions à te poser par milliers, mais elles reviennent dans le chat, Paolo. Et puis, pourquoi pas essayer de tendre la perche ou de forcer un peu le club olympien à faire confiance à des champions, du monde, à des joueurs et des hommes comme toi dans le recrutement. Est-ce que il y a des Brésiliens qui te plaisent, qui auraient le caractère, qui auraient la technique pour l'OM? Est-ce que tu aurais quelques noms, toi, qui te plaisent et tu dirais, là, on dirait que d'un coup, l'OM retrouve de l'argent, des ambitions, d'après ce qu'on voit. Est-ce que toi, tu aurais des bons conseils, des joueurs qui te plaisent, qui plairaient à l'OM, qui seraient faits pour l'OM? D'abord, il faut oublier mon passé. Chaque fois, chaque dirigeant, il faut regarder, Paulo, il n'a pas changé. Paulo, c'est toujours le même. Là, on n'a rien fait. Il faut voir, je te rappelle, 72,
Je suis arrêté en 1988. La drogue, l'alcool, ça fait 22 ans. Je fais un boulot, je suis ambassadeur pour la sélection brésilienne, officier, tous les champions du monde. J'écris, je te dis, pour Globo, Estadão, aujourd'hui Placard, c'est un magazine comme le France Football. Et j'ai, d'abord, je crois que la meilleure réponse pour les Marseillais, c'est à Marseille, on a un chevalier de la Légion d'honneur, condécoré par le président de la République française le 4 août, pendant les Jeux Olympiques. Paulo César Lima, c'est un Marseillais qui est chevalier de la Légion d'honneur. Il y a seulement 3 Brésiliens, Santos Dumont, 1902, Sébastien Salgado, le photographe génial, et le Marseillais Paulo César, chevalier de la Légion d'honneur. Ça, c'est ma réponse pour les dirigeants de l'OM, aux légions de l'OM, pour la mairie de l'OM. Chevalier de la Légion d'honneur. Décoré par François Hollande, hein, c'est ça? François Hollande, 4 août 2016, pendant les Jeux Olympiques. 1000 personnes à l'hôtel Sofitel. C'est vrai, je m'en souviens très bien. Paolo, moi j'ai une question, enfin 2 questions en une, et ensuite on va te libérer. Aujourd'hui, quelle est la pépite brésilienne, jeune, talent en devenir, que tu verrais bien? Je ne vais pas parler. Gilles, je ne vais pas parler de ça. Je ne vais pas dire le nom, mais non, écoute. Je garde pour moi. Après, pour vous, non. Alors, l'argent est bien bomba. Non. Je te le dis là. Je vais te dire 3 noms que j'ai indiqués, ils n'ont pas dit non. Ça, 10 ans dernière. J'Emerson qui est venu à Monaco. Il était à Atlético. J'ai dit, écoute, j'ai parlé avec des amis, je n'ai pas parlé à l'OM. Et l'arrière gauche de Flamengo aussi, qui est parti trop vite. Le libéraux, pas mauvais, qui est Monaco, et puis J'Emerson, qui aujourd'hui est à Corinthians. Richarlison, qui aujourd'hui est à Everton. J'ai parlé avec des amis marseillais, parisiens. Je dis, ça, c'est tombé Marseille, il est jeune, il a un physique extraordinaire. Il n'est pas mauvais, il est là. À Everton, il est parti à Watford. Il est parti d'abord à Watford pour 10 millions d'euros. L'année d'après, il a marqué 18 buts, je crois, et Everton l'a acheté pour 40 millions. Je ne parle pas de ça, je parle de un joueur qui, avec un niveau, tu comprends, une mentalité costaud pour rester en Europe. Ça fait 5 ans qu'il est déjà en Angleterre. Il ne savait même pas parler anglais. Ils sont bons. Mais on a beaucoup comme ça, je te jure. Il y a à mon goût. Allez, une dernière petite question, Paolo. Il y a un nom qui revient depuis quelque temps et qui semble être une rumeur insistante, on va dire. C'est Philippe Coutinho. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que ça serait une bonne affaire pour l'Olympique de Marseille? Évidemment, si les bourses les finances nous permettaient de... c'est difficile. Philippe, j'aime toujours Philippe. Sauf qu'il passe un bon moment. Il a fait une bêtise de partir de Liverpool. Il a fait une bêtise. Ça, c'est bon. Comme moi, je fais une bêtise de partir de l'OM. Il a fait une bêtise de partir de Liverpool. Complètement adopté. Une belle équipe. Difficile pour un technicien dans le football anglais. Alors, Marseille, je te dis, si Marseille n'a pas de bons joueurs, c'est pas facile. Il va part plus, il a comment on dit, ce mélange de blessures. Il se blesse beaucoup. Il faut faire très attention. C'est un bon joueur, techniquement, c'est un bon joueur. Paolo, on va te libérer. Il est 17h chez toi, il est 22h ici. Paolo, on te remercie vraiment du fond du cœur. Merci, Paolo. Je veux que tu peux m'envoyer l'interview, c'est possible. J'aimerais bien, avec les opinions de supporters aussi. On va t'envoyer ça. Paolo, félicitations pour ton français. Il est resté excellent. Et franchement, chapeau. Bruno, à bientôt. Gilles, merci beaucoup. Merci à toi. On espère te revoir avec nous. Merci. À très bientôt. À tout à l'heure, là. À tout à l'heure. A gente se fala. Ciao, amigão. Regarde, Gilles. Ciao. Il avait failli venir il y a un mois de ça, puis ça ne s'était pas fait. Là, il nous avait promis. Il a tenu parole. Et nous, on va vous faire une autre promesse, c'est qu'il reviendra nous voir
Et on espère qu'il reviendra nous voir et qu'on ira peut-être faire quelque chose avec l'Olympique de Marseille, au moins aller voir un match tous ensemble. Mais Bruno, ça serait sympa. Ce serait passionnant. Les Français, c'est vrai, on voit on voit déjà par la langue les efforts qu'il fait. Il est resté qu'un an, après il est revenu, mais on voit déjà l'amour qu'il porte au pays, à Marseille. Et puis c'est un super personnage. Et puis toi, je pense que tu le connais, très touchant, et ça le rend plus attachant. Ce soir, il nous parle de un peu ses problèmes qu'il a eu à l'école, de drogue. Toi qui le connais bien, tu peux dire que c'est un super gars et que voilà, des soucis comme ça, malgré tout, on fait tous des bêtises, mais c'est quelque chose qui l'a peut-être encore rendu plus attachant, non? Exactement, Bruno. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il assume totalement. Il assume son passé, il assume ses erreurs. Il est resté tel qu'en lui-même. Au fond, c'est toujours le même, mais il a commis des dérapages, il les assume. Et Paolo, c'est ça. Paolo, il ne triche pas. S'il a envie de te dire merde, il va te dire merde. Et s'il a envie de te dire non, il te dira non. Et quand il dit oui, par contre, Paolo, j'ai une petite anecdote à ce sujet, mais on pourrait en faire des heures. J'en ai plein d'anecdotes avec Paolo. Il y a 4 ans, il a parlé justement de ce match PSG-OM qu'on avait organisé à Rio dans un restaurant, un bar-restaurant tenu par un ami français. On avait organisé une rencontre des amoureux de l'Olympique de Marseille pour regarder ce classico, le fameux classico, 2 buts partout, l'égalisation de Cavani sur coup franc à la fin. Et Paolo n'habite pas à Rio à cette époque-là. Jairzinho habite à Rio, tout à côté du restaurant où on organise l'événement. Jairzinho me donne son accord. Luis Gustavo nous envoie, par le biais des dirigeants de l'OM, nous envoie un maillot, il nous envoie des goodies, des écharpes, etc. On décore Et puis j'appelle Paolo, je lui dis Paolo, écoute, il habite à 2 heures d'avion. Hein. Dès que je lui ai dit c'est pour l'OM, il est venu, il a sauté dans un avion. Le lendemain, il était à Rio, c'est moi qui suis allé le chercher à l'aéroport. On est allé à l'ambassade où il a été accueilli comme ministre, au consulat, pardon, pas à l'ambassade, au consulat français à Rio. On a passé la journée ensemble avec Paolo, Jair. Il y a des photos qu'on a prises et qui sont restées d'ailleurs mémorables. Et il est resté, il a dit pour l'OM, je ferai tout. Je ferai tout. Évidemment, il ne nous a absolument pas demandé un centime, mais vous savez, si je vous dis ça, c'est parce que certains, pour ce genre d'événement, vous demandent de passer à la caisse. Évidemment, il n'a pas demandé un centime. Il a passé la journée, la soirée, à répondre aux sollicitations médiatiques, aux sollicitations des supporters. On était une centaine. Et voilà, Paolo, il est comme ça. C'est quelqu'un de cœur. Quand il donne tout. Et bon, des anecdotes, j'en aurais d'autres, mais il faudrait y passer la nuit. On va écouter quelqu'un qui a côtoyé Paolo et qui faisait partie notamment de cette équipe 74-75. Il en a parlé au tout début de l'émission. Pour lui, l'un des meilleurs libéraux de tous les temps. Et pour nous, il est resté dans notre cœur depuis cette fameuse reprise, notamment depuis cette fameuse reprise de volée à Séville en 82 contre l'Allemagne. C'est Marius Trésor qui a commencé sa carrière à Ajaccio, qu'il a poursuivi à l'Olympique de Marseille, où il a gagné notamment une Coupe de France en 76. Il faisait partie de l'équipe 74-75. On l'a enregistré, il nous a accordé un entretien. On écoute Marius Trésor, 7-8 minutes, et puis on se retrouve dans quelques instants. Allez, on y va. Allez. Small, on lance Marius Trésor. Pour moi, ce fut une très belle saison, parce que je dirais que ces 2 garçons, Paolo César et Jairzinho, ont apporté cette touche brésilienne. En plus, il faut pas oublier que l'entraîneur, c'était Coutinho, un Brésilien. Donc, la façon de s'entraîner, la façon de s'échauffer, c'était autre chose, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas et qu'on découvrait. Moi, je l'avais vu sur une cassette que j'avais. C'était dans la préparation du Brésil quand ils ont été champions du monde pas en 58 mais en 62. Donc j'avais cette cassette, je voyais la façon dont il travaillait et j'ai découvert vraiment, je l'ai découvert vraiment avec Coutinho. On aurait dit que c'était de la danse. C'était vraiment formidable. C'était ce qu'on appelait le football samba. Ils avaient amené un véritable vent de folie à l'OM et cette saison-là est restée dans toutes les mémoires. Et quel souvenir vous gardez de ces 2 personnages? Ils étaient tout le temps... Moi, la seule chose que je regrette vraiment, c'est qu'ils soient restés
une saison à l'Olympique de Marseille. Je pense que même j'avais rencontré Paulo César quelques temps après, en 77, avec l'équipe de France, quand on avait fait en préparation de la Coupe du Monde 78 en Argentine. On avait fait une tournée là-bas et je l'avais rencontré, et à cette époque-là, il regrettait un peu de ne pas être resté plus longtemps à l'Olympique de Marseille, et moi aussi, parce que avec Paulo et Jairzinho, j'avais beaucoup progressé parce que c'était des fins techniciens, surtout Jair allait très très vite. Mais je vais vous dire une chose, il y a un match que je n'oublierai jamais, c'est le premier match de Jairzinho quand il est arrivé, c'était je crois au mois d'octobre, Marseille-Monaco, qu'on avait gagné je crois 4-1, et les deux Brésiliens avaient fait un match, et aussi il y avait Albert Raymond qui jouait ce match-là, avait fait un match extraordinaire, et je n'oublierai jamais ce match-là. Effectivement, c'était un OM Monaco 4-1 au Vélodrome, avec des buts de Paulo et Jair. Pour la première apparition de Jair, ça avait été un festival. Et justement, vous avez parlé d'un match dont chaque fois on vous rappelle les souvenirs, ce fameux match au Maracana, Brésil-France en 77, 2 buts partout, un match extraordinaire et un but qui a fait date dans votre carrière. Le football brésilien, vous avez toujours eu quelque chose de particulier, l'équipe de France notamment. Après, il y a eu des confrontations épiques, mais vous, ce match au Maracana, ça reste un souvenir indélébile dans votre carrière. Oui, parce que nous étions menés 2-0. Personne n'aurait misé un copec sur un résultat positif pour l'équipe de France. Et finalement, le discours de Michel Hidalgo à la mi-temps nous a réveillés, et à l'arrivée en deuxième mi-temps, on a vu une autre équipe de France qui a fait pratiquement jeu égal avec cette équipe brésilienne. Et je me rappellerai toujours, il y avait environ 125 000 personnes au Maracanã. Et à un certain moment, de voir jouer la France comme on le faisait, et surtout quand Didier Six a réduit le score, à partir de là, on a senti que même le public était derrière nous, et voir ça au Brésil, ce n'était pas courant. Et vous aviez égalisé donc pour un score final de 2 buts partout. De 2, ouais. Ouais. Vous avez un œil particulier sur le football sud-américain encore aujourd'hui? Vous suivez ou... Maintenant avec Beansport, quand il y a les équipes nationales qui se rencontrent et que c'est diffusé, je regarde toujours, parce que moi, étant des Antilles, on a toujours été un peu attiré par le football brésilien. Les Garrincha, les Pelé, les Didi, les Vava, c'est des noms que moi personnellement que je n'oublierai jamais. Donc à partir de là, j'ai toujours été un peu bercé par le foot brésilien. Quand j'étais en Guadeloupe, on faisait des tournois pendant les grandes vacances, pendant l'été. On faisait des tournois et il y avait que des noms d'équipes brésiliennes. C'était Santos, c'était Flamengo, Fluminense, que ces noms-là, il y avait pas une équipe composée qui allait donner le nom d'une équipe française. Donc on a vraiment, moi personnellement, j'ai vraiment été bercé par ce football. Et oui, il y a un lien particulier géographiquement. Déjà, les Antilles et l'Amérique du Sud, c'est pas très éloigné. Et il y a un lien particulier, même culturel, entre les Antilles et le football sud-américain. C'est Bernard Lama également qui était très très. En plus, la Guyane est encore plus près que la Guadeloupe du Brésil. Ouais, exactement. Est-ce que aujourd'hui vous continuez de suivre un peu l'actualité de l'Olympique de Marseille, même si votre club c'est Bordeaux, on le sait depuis de nombreuses années. Est-ce que vous suivez toujours l'actualité de l'OM avec un regard particulier? Mais moi, je suis toujours les équipes où j'ai évolué. Je vais continuer à suivre les résultats de la Juventus
de Zidane. Je continue à suivre l'AC Ajaccio, l'Olympique de Marseille et Bordeaux. C'est tout à fait normal parce que j'ai passé des années dans ces clubs-là que je n'oublierai jamais. Un petit mot sur l'équipe de France. On dit de l'équipe de France qu'elle est archi favorite de cette compétition. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas un peu dangereux de lui coller justement cette étiquette? Ouais, la plupart du temps, c'est comme ça. Hein. Les gens peut-être pour mieux critiquer après si ça se passe pas comme il avait annoncé. Je pense que la France n'est pas archi favorite de cet Euro. En plus, la façon dont ça va se passer. N'oublions pas que déjà que le premier match, on joue à Munich contre l'Allemagne. C'est quand même une équipe assez difficile à jouer, surtout chez elle. Je dirais simplement que la France fait partie des favoris, mais dire que la France est archi favori, non. Et les gens qui disent ça, la plupart du temps, s'il y a un petit couac, ce sont les premiers à critiquer l'équipe. Marius Trésor. Ah, Bruno, tu es en train... vas-y, continue Bruno, tu es en train de me faire ça. Non, je te disais juste Non, Marius avec l'OM, c'est de 72 à 80, 298 matchs, donc près de 300 matchs. Et avec les Bleus, 65 matchs de 71 à 1983. À l'époque, en 83, donc, quand il avait pris sa retraite internationale avant de terminer sa retraite en club à Bordeaux, il avait battu Marius avec 65 matchs, le record de cap en équipe de France. Voilà. Ce qui est terrible pour un joueur comme ça, c'est que 84, il a malheureusement pas connu la consécration. Alors si quelqu'un qui aurait mérité la consécration avec les Bleus, c'est bien Marius. 84, il avait stoppé sa carrière l'année d'avant avec l'équipe de France. Il a longtemps été détenteur du record de sélection. Et pour nous, Marius, enfin pour ma génération en tout cas, je pense que pour toi aussi, Bruno, ça reste cette demi-volée, cette reprise de volée à Séville 82, le deuxième but qui donne l'avantage à l'équipe de France avant qu'Alain Giresse n'aggrave le score à 3-1 quelques minutes plus tard. Et cette joie, on en reparlera. On prépare quelque chose d'intéressant pour l'année prochaine à ce sujet. On en reparlera. Marius Trésor, d'ailleurs, vous l'avez vu, qui est également assez prudent. Hein. Ça me rappelle un peu le discours de Jacques Bail, il me semble, qui est passé samedi dernier sur notre émission, qui nous disait attention, favori, c'est bien, archi-favori, c'est dangereux. Donc, prudence de rigueur du côté de Marius aussi. Voilà, on clôture cette séquence nostalgie, les 70s, petite émission vintage, mais on a parlé du présent aussi, on n'a pas parlé que du passé. On se remet à peine de nos émotions, on a même chanté, on a même dansé la samba. C'était c'était ambiance brésilienne, voilà, comme on aime.